Et je... Up arise in the canyon, that's where I long to be, with my three good companions, just my rifle, pony and me. Alors, je peux me permettre de dire ça en votre compagnie, Giacomo, mais quand j'entends cette chanson, je me dis tout va bien se passer. J'ai l'impression que ça me préserve pour, je me permets de dire ça parce que vous savez exactement de quoi je parle. Donc, micro ciné, bonjour ou bonsoir, ça va dépendre de l'heure à laquelle vous allez découvrir cette nouvelle émission. Et vous connaissez très bien la personne qui est là aujourd'hui, c'est Giacomo. Je crois que c'est la quatrième fois, si je me trompe pas, que vous venez, quatrième ou cinquième fois, je ne sais plus. Si vous, en tout cas, Oui, ça doit faire 4, oui, oui, ça oui. doit Je faire n'ai pas quatre. compté non plus, mais comme ça, je dirais 4. Voilà, et C'est c'est jamais toujours. trop, hein, C'est autant que exactement. J'étais très impatient. Je me dis, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il m'en veut ou pas? Et puis, ah, d'un seul coup, il y a un livre qui arrive. Et je suis vraiment très content de renouveler le dialogue parce que voilà, on prend des nouvelles et c'est intéressant. Et puis, je suis super content parce qu'on va parler surtout de Tarkovsky. Et il faut savoir, Jacques, que j'ai beaucoup d'abonnés. Voilà, beaucoup de personnes qui me suivent sur cette chaîne et qui me demandent sans cesse des émissions sur Tarkovsky. Et c'est toujours très complexe Mmh. d'en préparer. Faut, voilà. Et donc, je suis super content parce qu'on va parler donc de Tarkovsky et d'un film particulier, Solaris, 1972, avec comme sous-titre Voyage au bout de soi-même. Ça, c'est le sous-titre du livre. Je le montre de nouveau. Et Oui, c'est. oui, c'est pas le titre du film, hein, Non, c'est non, moi qui voilà, et puis on va en parler pourquoi Voyage au bout de soi-même. Et puis surtout, c'est édité chez 202 éditions. Je remercie et salue Maurice Darmon pour l'aide apportée à la conception de cette émission. Voilà. Et puis peut-être en parler un petit peu parce que c'est une série, enfin c'est une collection. C'est un projet en tout cas Tarkovsky chez 202 éditions. Oui, Est-ce que oui, vous oui. peut-être voilà. C'est un projet tout Tarkovsky, et c'est Maurice qui l'a. Moi, j'y ai participé avec un livre, ce sera tout. Lui-même en a fait 2, donc on en est au troisième. Là, le quatrième est en cours. Si je suis bien informé, ça sera Le Miroir. Mhm. Mais les 7 seront traités dans un délai raisonnable qu'il ne m'appartient pas de commenter parce que je ne suis pas l'éditeur. Mais je trouve l'idée très, très. Moi, j'aime beaucoup l'idée. Hein, j'aime bien. Je suis un maniaque, donc j'aime bien les intégrales comme ça. On a toc, toc, toc. Ah oui. 7 livres présentés pareil et magnifiquement présentés, je dois dire. J'ai édité, j'ai fait comme auteur une bonne vingtaine de livres et j'en ai édité d'autres. Et celui-là, je crois que c'est en tout cas un des plus beaux sur la mise en page intérieure et peut-être même le plus beau. Il est absolument splendide. Pratiquement toutes les images que je voulais y mettre y sont et elles sont Oui. là où elles doivent être, au format exact qui les valorise. Bon, c'est une mise en page magnifique qui aide la lecture, ce qui n'est pas toujours le cas, comme vous savez, y Oui. compris quand on a des graphistes qui amènent leur. Bon, je me tais là-dessus. Non, Mais non, là, mais là, c'est c'est des très beau, digressions qui ont son importance aussi. très très beau. Bon, je rappelle les deux autres livres, c'est sur le Nostalgia et le Sacrifice, voilà, qui ont été écrits par Maurice Darmon et puis Le Miroir, comme vous dites, qui va arriver bientôt. Donc, je Voilà, suis donc très les content. 2, Darmon a commencé par les 2 derniers, les 2 films que Tarkovsky a tournés, en exil en quelque sorte. Et Mhm. je crois, enfin, si je suis bien renseigné, je crois que les 2 premiers, L'enfance d'Ivan et Roublev viendront plutôt en dernier. Mais bon, ça, c'est les hasards de l'écriture et de l'édition. Ils seront là tous les 7 à la fin, je pense. Alors Bon, Solaris, évidemment, c'est un peu particulier. Enfin, ils sont tous particuliers. Les Tarkovsky, ils ont tous leur personnalité, si je peux dire. Il n'y en a pas beaucoup, mais tous des bons, comme lui avait soufflé l'âme euh, de Sakharov, je crois, dans une espèce de rêve prémonitoire. Il lui avait dit: Tu ne feras que 7 films, mais ils seront tous très bons. Et Tarkovsky s'en était contenté. Solaris, je dois dire que quand Maurice Darmon m'a proposé de traiter Solaris, j'ai un peu hésité parce que c'était pas mon chouchou. Je mhm. crois on est tous accros enfin, tous les Tarkovskiens, hein, qui sont nombreux, vous me le dites, tant mieux. On est accro à Roublev et au Miroir, qui sont 2 Ouais. films absolument extraordinaires l'un et l'autre, enfin à bien des points de vue. Le duo Stalker-Solaris, qui est sa double incursion dans le fantastique, c'est un peu plus compliqué d'entrer dedans. Les 2, moi, je les ai longtemps vus comme des films un peu théâtraux, avec beaucoup de dialogues, des dialogues un peu lourds, un peu métaphysiques. Voilà. Et pendant toute une époque, j'étais un peu
j'avais un peu de mal à accrocher à ces 2 films et en revoyant Solaris, depuis un moment, je pense au contraire que c'est un très, très grand film, un film, alors qui évidemment qu'il faut comment dire? Qui demande peut-être plus de prise en compte des conditions de sa production que les autres. Parce que Mmh. Solaris, le 1er réflexe, c'est de dire: «Ah oui, c'est un film de science-fiction». Et si on dit: «C'est un film de science-fiction», alors on est parti dans la comparaison avec 2001, on est parti dans je ne sais quoi, toute toute une série dans la comparaison avec ce que les soviétiques faisaient à l'époque. Il y a eu énormément de films d'exploration spatiale en URSS, au début des années 70, j'en cite 2 ou 3. Mmh. Et à mon avis, on part sur une mauvaise piste, hein, si on part comme ça. Et je crois qu'il faut là prendre un peu le temps de relire son Tarkovsky, par exemple, qui le dit, lui, à répétition. Non, non, Solaris, c'est pas du tout de la science-fiction. Malheureusement, le roman, c'était de la science-fiction, mais ça m'intéressait pas beaucoup. Ce qui m'intéressait, c'était autre chose. C'est un thème moral, un thème éthique et moral. Tarkovsky est quelqu'un qui a été obsédé par l'éthique et la morale, non pas la spiritualité, comme on le dit toujours, hein. Pardon. Il était, évidemment, il était de culture chrétienne. Excusez-moi. Je Disons. tousse toujours avec vous, je ne sais pas pourquoi. Par émotion. Mais je ne crois pas que, comme on a tendance à le dire trop vite et à mon avis faussement, c'était un chrétien qui voulait absolument parler de théologie dans tous ses films. Non, non, il parle de morale, il parle d'éthique, il parle de la subjectivité, c'est sûr. Et ce film-là, je l'ai sous-titré Voyage au bout de soi-même, mais Tarkovsky est plus précis. C'est un film sur le repentir. C'est un film, ce qui l'intéresse là-dedans, c'est pas de savoir si l'océan est une divinité, comme dans le roman de Lem, Mmh. hein. Le roman est beaucoup plus théologico-métaphysique que le film. C'était Mmh. une des choses qui a gêné Tarkovsky dans son dialogue avec l'écrivain, qui a été assez râpeux. Non, Tarkovsky, il voulait faire ce qu'il voulait imaginer avec l'océan et le double de son amour défunt Harry, c'est une figure vivante du repentir. C'est vraiment ça le gros sujet, enfin le grand sujet du film. C'est comment un homme moyennement sympathique, hein, au départ, qui est quelqu'un qui a pas l'air d'être très, comment dire? D'éprouver facilement des sentiments, de les manifester, d'avoir une profondeur de relation avec les autres humains. Quelqu'un qui s'est un peu enfermé dans sa science, qui a l'air un peu étriqué de l'âme, pour utiliser un Mmh. vocabulaire tarkovskien. Comment va-t-il se convertir finalement à, l'être à l'autre, hein? On pourrait le dire en termes, lévinassiens si vous voulez, ça collerait assez Mmh. bien avec Solaris. Ce qu'il s'agit de faire pour Chris Kelvin, c'est de découvrir que l'autre existe, qu'on peut l'aimer et que aimer, c'est autre chose que ce qu'il a cru. Voilà. Et donc il se repent d'avoir mené la vie un peu étriquée qu'il a menée, du point de vue de la sentimentalité et de l'âme, allez, usons ce mot Mmh. un peu trop gros, et c'est ça l'histoire du film. Tout le décor de science-fiction, je dirais, il n'est pas là juste pour le décor, parce qu'il y a des choses absolument merveilleuses dans le film, au double sens du mot, des choses merveilleuses au sens où elles sont très très jolies, mais au sens plus technique de Todorov, au sens où c'est vraiment l'invention d'un monde qui n'existe pas et qui peut-être ne peut pas exister. Enfin, on peut s'interroger sans fin là-dessus. Est-ce que ce qui se passe sur Solaris peut se passer dans un coin de l'univers tel qu'on le raconte dans le discours de la science actuellement? Bon, on ne sait pas et on ne saura pas. Et c'est pas très important parce que, encore une fois, ce qui compte, c'est l'allégorie, bien entendu, hein, comme beaucoup chez Tarkovsky. Voilà, bon. Donc en gros, une fois que j'ai eu réalisé ça, c'est vrai que le film devenait beaucoup plus intéressant. Il faut une opération un peu comparable sur Stalker, hein, si on le regarde au premier degré, les discussions entre les 2 personnages autres que l'explorateur sont d'une grande lourdeur aussi. Donc voilà, il faut aussi faire l'effort de voir de quoi ça parle vraiment. Mais voilà, avec Solaris, du coup, c'est devenu un film que, à chaque vision, j'ai aimé un peu plus. C'est un phénomène un peu banal, mais il faut quand même que le film tienne le coup et là, il tient magnifiquement le coup.
crois que je suis prêt à le revoir demain ou tout de suite d'ailleurs, Mhm. avec le même enthousiasme. Voilà, j'ai commencé par une anecdote qui est celle de Will Self, l'écrivain Mhm. britannique, qui raconte que c'est son film préféré de tous les films. Je vais pas, peut-être pas tout à fait jusque-là, encore que j'en sais rien. Quel est votre film préféré? Ça change un peu tous les jours, hein. Les listes des 10 films préférés, elles évoluent. Mais celui-là, à coup sûr, est un film que maintenant, qui est à moi. Hein, voilà. Il m'appartient. Il est entré dans mon monde et je suis entré dans le sien. Voilà, il y a une communication entre nous. Mais je crois, si je me trompe pas, qu'il y a aussi une autre grande thématique que vous abordez, que vous développez dans le livre. C'est, pardonnez-moi, c'est très simple, mais en même temps, déjà vous parlez d'Ulysse, du retour d'Ulysse et du grand amour. Et vous dites à un moment, si je me trompe pas, que c'est une thématique, c'est un aspect important aussi du film, ce rapport au grand amour. Je crois que vous le dites dès le début d'ailleurs, je pense dans le premier chapitre, je crois. Oui, alors, dans ce que vous venez de dire, je vois 2 choses, hein. Je vois Ulysse et le grand amour. Ulysse, c'était pas vraiment un amoureux, enfin bon, c'était un mari fidèle, ce qui est déjà pas mal et assez rare. Mais mais dans l'Odyssée, je l'ai pas relu, hein, récemment, l'Odyssée, je peux dire, Moi je non peux même plus. pas Moi non je suis plus. même pas sûr de l'avoir jamais lu en entier, pardon, j'avoue. Mais quand même, j'en connais assez bien l'histoire. C'est surtout l'histoire d'un retour. Mm. Heu, L'Odyssée, c'est l'histoire de quelqu'un qui veut retourner chez lui. Alors dans son chez lui, il se trouve qu'il y a Pénélope qui l'attend elle, alors en manifestant quelque chose d'assez fort dans son attachement à Ulysse. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que les anciens Grecs avaient de l'amour, la notion qu'on peut en avoir nous, au XXIe siècle? Je ne sais pas trop. Mais je ne pense pas que ce qui meut le l'énergie que met Ulysse à rentrer chez lui, ça soit l'amour de sa femme. Je crois pas. Alors, dans Chris Kelvin, je crois qu'il y a les 2, hein. Il y a la découverte de l'amour, vraiment la découverte, parce que jusque-là, il avait eu sa maman, mais sa maman, dans le film, elle est pas là. Elle est là comme quelqu'un qui a disparu, qui est probablement morte, on ne le dit absolument jamais. On voit des photos d'elle, on voit une photo d'elle dans la datcha, on la voit dans le petit film de famille, et on la voit dans le fantasme final. Et dans tous ces cas-là, elle a l'air de quelqu'un qui s'ennuie ou qui souffre. Elle fait toujours une tête pas possible. Elle a l'air, par ailleurs, elle a des beaux vêtements, elle est assez belle, elle a des qualités extérieures, mais c'est quelqu'un qui communique absolument pas. Et puis, côté de l'amour, Chris a eu cette histoire avec une jeune femme qui s'appelait Harry et qui s'est suicidée parce qu'elle a trouvé qu'il ne l'aimait pas assez. Je résume très, très sommairement, hein, en gros, c'est ça. Donc son rapport à l'amour, au malheureux Chris Kelvin, c'est pas terrible, hein, à 40 ans, il a un peu tout à découvrir et dans le film, c'est ce à quoi on assiste. À la fin du film, il dit en parlant du deuxième clone de Harry: «Je l'aime». Il dit enfin cette phrase toute simple, mais qui engage beaucoup, qui est: «Je l'aime». Donc il a découvert quelque chose, il a découvert, ce que nous autres humains, appelons l'amour, qui couvre énormément de choses différentes, mais enfin il l'a découvert. Après, est-ce qu'il veut rentrer chez lui? Le fait est que c'est ce qui lui arrive dans le film. La toute dernière scène du film, on le voit dans la datcha paternelle. Est-ce que c'est chez lui? Ça peut se discuter. Et on le voit faire quelque chose de très étrange et en même temps de très clair, qui est s'agenouiller. S'agenouiller, bon, c'est un geste de prière, c'est un geste d'humilité aussi, hein, c'est un geste de respect. En l'occurrence, il s'agenouille devant son père, alors on peut gloser autant qu'on veut, hein, on peut voir là évidemment comment dire? Des retours d'une iconographie, chrétienne, mais Mhm. je pense que c'est pas vraiment le cas, hein, ce qui est là, c'est vraiment le repentir et le retour. Un repentir étrange parce qu'il n'a pas vraiment fait du mal à son père. Il a fait du mal à cette jeune femme qui s'est suicidée à cause de lui, mais pas à son père. Donc pourquoi se repent-il devant son père? Ça reste totalement énigmatique. Et pourquoi veut-il rentrer dans cette maison? Là, on peut émettre une hypothèse. Il veut rentrer dans cette maison parce que c'est celle de son père, mais son père l'avait construite sur la maison de son propre grand-père. Donc Chris Kelvin rentre dans sa famille.
hein, dans sa famille linéaire, patrilinéaire même, hein. Bon, chez Tarkovsky, on est toujours dans la patrilinéarité, c'était quand même quelqu'un d'assez, comment dire, d'assez machiste, hein, pour le dire vite. Mmh. Voilà. Alors, ça, c'est relativement clair dans le film. Après, quel est le rapport à son repentir par rapport à l'amour? Il faut interpréter et je laisse chacun le vivre comme il veut. Je suis pas là pour donner une clé du film qui n'en a pas une seule, hein. Je pense que c'est un film où on n'arrête pas de se promener parce qu'on est baladé par le film, y compris à la fin qui est quand même tout à fait surprenante, hein. Ce retour à la maison, mais pas à la maison qu'on croyait et pas devant la personne qu'on croyait. Parce que quand même, il y a quand même quelque chose d'extraordinaire. Si on résume le scénario, c'est quelqu'un qui, pour découvrir qu'il a mal aimé sa bien-aimée, doit partir dans l'espace sur une planète extraordinairement lointaine où il lui arrive qu'il voit un double de cette jeune femme. Il aime ce double, donc il découvre l'amour, et puis après, c'est fini. Parce que cette jeune femme, c'était un agrégat de neutrinos que le bon professeur Sartorius s'acharne à désintégrer. Donc, pouf, elle part, pardon, à la poubelle, hein, et même dans la poubelle de l'histoire, parce qu'il n'en est plus du tout question après. Voilà, donc c'est à la fois très intense et très étrange, hein. Il n'y a aucun doute que Chris Kelvin a fait l'expérience de l'amour et qu'il a enfin découvert ce que c'est, mais la fin nous laisse sur notre faim, si je puis dire, parce qu'il ne reste pas là-dedans et il fait autre chose. Son côté Ulysse, si vous voulez, qui est le retour, mais vers une Pénélope absente. Avec Tarkovsky, de toute façon, on ne s'en sort jamais par des Non. scénarios simples, hein. Il y a toujours, c'est ça qui est passionnant chez lui, hein, c'est qu'il y a toujours une faille quelque part qui nous interdit de nous retirer du film en disant ah bah voilà c'est ça, puis de le classer dans un tiroir. Il faut toujours y revenir pour dire mais voyons là est-ce qu'on ne pourrait pas le comprendre autrement? Est-ce que ça serait pas mieux si je le revoyais et que j'en ajoute un petit peu de moi? Je me permets cette petite digression, c'est pas forcément dans le livre, mais je me suis toujours posé la question, je vous la pose aussi, que ça devait être certainement douloureux pour Tarkovsky de terminer ses scénarios, de terminer même ses films. Parce que j'ai l'impression que c'est vraiment un cinéaste qui n'est pas dans cette idée-là de terminer quoi que ce soit et je me suis toujours Oui, posé oui, cette question. oui, j'ai le même sentiment que vous, c'est-à-dire qu'on imagine très bien que c'est quelqu'un qui aurait aimé, reprendre ses films, c'est contre enfin, d'après ce que je connais de lui, hein, je vais pas Mmh. m'engager trop sur la personne Tarkovsky qui est pas là, qui est morte et qui n'est pas moi. J'en sais ce qu'on sait tous, en lisant ce qu'il a écrit, ses entretiens, le journal, il y a quand même beaucoup de choses et moi, je vois 2 choses contradictoires. Je vois à la fois ce que vous dites, c'est-à-dire le côté j'aimerais bien reprendre le film pour le parce que le film est évolutif, enfin, il suggère qu'il est évolutif. Ça, je le ressens comme vous tout à fait, très fort. En même temps, il y a chez lui, alors peut-être pour des raisons indépendantes de sa personne à lui et qui tenaient à la production dans laquelle il était engagé, au système de production et aux contraintes qu'il avait, qui étaient absolument terribles. Une fois que le film était fini, bah, il savait qu'il n'aurait plus le droit d'y toucher, sauf si on l'obligeait par un acte de censure à le raccourcir. C'est ce qui s'est passé avec Solaris, hein, et on a essayé de c'est assez amusant ce qui s'est passé sur Solaris parce que ça, là, il s'en est vraiment très, très bien sorti. Le Goskino lui a fait une liste de remarques de choses qui n'allaient pas et Tarkovsky a dit: «Ah oui, 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 très bien, merci beaucoup pour vos remarques» et n'en a tenu absolument aucun compte. Il a aussi, enfin bon, j'exagère un peu, il a enlevé, une dizaine de minutes environ, mais il s'est arrêté là. Il a dit: «Vous voyez, je suis de bonne volonté, j'en enlève un peu» et il a gardé tout ce qui lui importait. Là, j'ai eu la chance d'accéder à la version complète avant, censure. Elle est sur internet quelque part, dans une copie regardable et Mmh. c'est très clair. On voit très, très bien qu'il a enlevé les choses qui pouvaient être enlevées sans changer le film, sans changer radicalement le film.
Alors que lorsqu'il a fallu, par exemple pour la version distribuée en Italie, enlever encore 40 minutes sur le film, là Tarkovsky a dit: «Ça n'est plus mon film» et évidemment, on le comprend très bien. Mmh. Mais le film qui est sorti, qui fait 2h42, il a été avoué par Tarkovsky, il n'a pas été désavoué par lui, hein. C'est encore son film, même s'il en a enlevé des bouts. Alors c'est vrai que c'est un problème général, hein, de tous les films. Il y a une mode actuellement dans l'édition en DVD qui est d'éditer le director's cut. C'est un peu un mythe parfois parce que le director's cut, c'est parfois le directeur n'a pas eu beaucoup de, comment dire, de latitude pour diriger le film, donc c'est pas toujours très, mais dans le cas de Tarkovsky, qui était vraiment un auteur au sens plein du terme, oui, il Mmh. y a une version autorisée par lui et puis les autres versions qui sont malencontreusement, advenues pour des raisons qui lui échappent à lui complètement. Il y a de cela. Bon, revenons sur ce que vous évoquiez par rapport le grand sujet du film qui est au niveau du repentir. Moi, il y a un moment, je crois que c'est, si je me trompe pas, oui, c'est page 73, c'est dans le chapitre, alors excusez-moi, c'est juste, voilà, page 60, c'est le chapitre puissance au pluriel de l'image. Mmh mh. Mmh mh. Mmh. Et j'aimerais bien qu'on parle donc de la mise en scène de Tarkovsky. Est-ce qu'elle est, je connais un peu la réponse, mais je me permets cette question provocatrice, est-ce qu'elle est particulièrement exceptionnelle par rapport à ses autres films? En gros, j'avais noté, est-ce qu'elle est, entre parenthèses, insistante à l'image des deux oreilles que vous évoquez, en gros, qui vous interpelle, à savoir qu'il a tendance à cadrer au plus près certains détails, chose exactement, voilà, c'est ça. Et chose qu'on voit peut-être pas forcément dans tous ces films, ou alors de manière un peu plus, plus anodine. Est-ce que dans Solaris, cette mise en scène est pour pouvoir pour pouvoir prendre, c'est ça. Est-ce Oui. qu'il y a cette manière insistante? Ben, disons l'histoire des 2 oreilles, je crois que n'importe quel spectateur un peu attentif peut le remarquer, sauf qu'il y en a une qui vient au bout d'1 heure et l'autre au bout de 2 Mmh. heures, donc elles sont assez lointaines l'une de l'autre dans le film. Il faut quand même être un peu attentif, bon, c'est pas très compliqué. Je les ai rapprochées, de façon un peu arbitraire, mais parce que je pensais que le film souterrainement permettait de les rapprocher, n'obligeait pas à les rapprocher. Tarkovsky n'oblige jamais à rien. C'est pas un style indexical ou indicatif, hein. C'est pas Eisenstein, c'est pas Hitchcock, c'est pas quelqu'un qui va faire des gros plans pour vous dire: «Vous avez bien vu, hein, faut bien regarder, c'est un indice, c'est une preuve de quelque chose». Non, c'est pas ça les gros plans de Tarkovsky, c'est une présence d'image. La première oreille dans le film, celle du jeune, visiteur, ils s'appellent les visiteurs, les créatures fantastiques, celle du jeune visiteur qui vit avec Snout, on la voit une demi-seconde à peu près ou une seconde, on l'aperçoit, mais enfin elle est en gros plan, donc elle est elle est filmée avec une lumière par derrière, elle a beaucoup de présence. Elle est là pour, comment dire, nous donner une présence fugitive, mais vraiment présente. L'autre oreille, c'est celle de Chris Kelvin, le héros, et on s'en rapproche par un mouvement de la caméra très lent, ça prend au contraire à peu près 30 secondes, ce qui est très long dans un film. Et là, on a vraiment le temps de la voir arriver. En plus, elle est moche, il y a des poils, et cetera. Elle est pas gracieuse du tout, contrairement à celle du jeune garçon au début. Donc voilà, ces 2 oreilles ont 2 présentations que tout oppose d'une certaine façon. Et évidemment, dans un type de cinéma comme celui de Tarkovsky, qui est un cinéma de l'image, pas seulement, mais un cinéma de l'image beaucoup, on se dit que ça a forcément été voulu, cette opposition entre les deux, et donc à partir de là, on peut chercher qu'est-ce qui oppose cette oreille d'un jeune garçon qui n'existe pas à celle du héros qui lui existe, mais blablabla, blablabla. En gros, c'est une des manifestations, parmi beaucoup d'autres dans le film, de la double nature de l'image chez Tarkovsky, qui est toujours une métaphore Mmh. et qui est toujours une présence. En gros, c'est, si vous voulez, je disais, c'est pas Eisenstein, mais je reviens plusieurs fois dans mon livre sur Tarkovsky et Eisenstein parce que on sait tous que dans son journal et dans ses écrits, Tarkovsky a tapé sur Eisenstein parce que c'était commode, mais en même temps, il a été fasciné par certains des problèmes d'Eisenstein, qu'il traite autrement,
en particulier le problème de l'indexation. Comment montrer quelque chose en le montrant vraiment très fort, ce que fait Eisenstein beaucoup. Tarkovsky le fait et il s'en sort, ou il se sort d'Eisenstein en lui ajoutant Bresson, en gros, pour aller très vite. Hein. D'un côté, l'objet métaphorique, l'oreille, alors je ne vais pas déplier la métaphore, on n'a pas trop le temps, mais de l'autre côté, on va faire en sorte que ça ait une présence évidente, et pour mieux enfoncer le clou, on en met deux qui auront une présence totalement différente l'une de l'autre. On pourrait voir aussi, à mon avis, enfin, moi je vois des choses très comparables chez quelqu'un que j'ai un peu fréquenté aussi, qui est Bergman. C'est pas, enfin là, j'enfonce comment dire, je touche à un lieu commun. Hein, Tarkovsky, Bergman, on sait très très bien qu'il y a une relation esthétique très forte entre eux. Ils ont failli se rencontrer. Bergman n'a pas voulu rencontrer Tarkovsky. On se demande toujours pourquoi, mais peut-être justement à cause de cette trop grande ressemblance. Pour revenir à la question de la mise en scène, pour moi, ce n'est pas tellement une question de mise en scène là, dont il s'agit, hein, c'est une question d'image, de production d'images, de fabrication d'images. Non pas que Tarkovsky ne sache pas faire de la mise en scène, il sait en faire. Dans tout le début du film, les 30 ou 40 minutes dans la datcha paternelle, il y a de la mise en scène. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Il y a plutôt, je dirais, ou plus exactement, la mise en scène chez Tarkovsky, c'est plutôt l'art de mettre une figure humaine dans une figure de nature. Ou ça peut être une maison. Mais si c'est une maison, il faut qu'elle ait l'air habitée. Autrement dit, Tarkovsky, son problème de mise en scène, c'est pas une mise en scène technique, c'est vraiment, il faut mettre un humain dans un contexte qui dégage quelque chose, qui dégage la sensation d'être habité, si c'est une maison, et Dieu sait comme Tarkovsky a eu le souci des maisons, hein. Lui-même en a eu une qu'il a passé du temps à réparer, à construire, etc. Et visiblement, c'était très important pour lui. Il faisait partie de ces humains, de ces êtres humains qui sont sensibles au lieu où ils sont et où ils habitent. Et ça, bon, dans sa mise en scène, ça se voit. Ou alors, l'être humain est dans un décor naturel. Et là, Tarkovsky a un rapport à la nature, alors qui est évident aussi, très fort. On le sent, je l'ai un peu signalé dans le livre, parce que c'est pas assez connu à mon avis, on sent l'héritage de ses années de peinture. Il a été peintre pendant plusieurs années avant de se lancer dans le cinéma. Et il était bon peintre. J'aime assez ce que j'ai vu de lui en reproduction, malheureusement. Ça vaudrait la peine de faire une expo Tarkovsky avec ses peintures. Là, il y aurait une vraie découverte pour beaucoup de gens, je crois. Et dans ses peintures, il y a ce sentiment de la nature, à coup sûr. Alors, c'est banal, le sentiment de la nature. Il est chez les impressionnistes, il est chez les ambulants russes. Tarkovsky ne l'a pas inventé, mais chez lui, c'est vraiment très très fort. Et sa mise en scène, pour moi, elle est toujours orientée vers la mise en place d'un humain, le fait que cet humain va être montré comme humain parce qu'il est en rapport à un lieu. Voilà. Pour moi, c'est ça le ressort de la mise en scène de Tarkovsky. C'est la mise en relation avec un lieu. Vous me direz que c'est banal, mais non. Il y a beaucoup de mises en scène qui sont beaucoup plus techniques que ça. Chez Hitchcock, il n'y a pas de lieu, par exemple. C'est quelqu'un qui est... Alors, c'est un metteur en scène très fort, Hitchcock. Je le prends exprès parce que lui, il n'y a pas de doute qu'il connaît très très bien son métier, mais il n'a pas le sens du lieu. Pas beaucoup. Le sens du lieu, on le trouverait dans une autre famille de cinéastes. Je citais Bergman, on pourrait dire John Ford. Enfin bon, je ne vais pas insister là-dessus. Mais voilà, pour moi, c'est plutôt ça le travail formel de Tarkovsky. Il n'est jamais formel au fond. Son travail d'image, c'est toujours pour produire ce double effet de métaphore et de présence, et son travail de mise en scène, c'est toujours pour produire le lieu. C'est un peu général ce que je dis là, mais en gros, mon livre tourne entre autres autour de ça. Quand vous parlez de lieu, est-ce que c'est aussi est-ce qu'on a aussi cette sensation dans Solaris, restons sur Solaris, et peut-être aussi le début de Solaris, de voir que ce n'est pas forcément quelque chose ça a été habité, certes, mais qu'on y sent une certaine, comme si ce sont des traces un peu silencieuses, donc le rapport à la grande histoire, le rapport aussi à l'histoire personnelle. Est-ce qu'il y a de cela, et qui fait que, pour le coup,
on a cette sensation qu'il replace finalement des figures humaines dans des endroits où il y a un chapitre qui s'appelle planer, et j'ai envie d'utiliser ce mot-là pour dire peut-être que c'est dans une mise en scène plutôt planante et de replacer comme ça des... J'ai toujours eu cette sensation en fait en voyant les films de, là pour le coup global, hein, dans les films de Tarkovsky, j'ai l'impression que il les a replacés. C'est que lorsque je vois dans un lieu un personnage de n'importe quel film de Tarkovsky, j'ai toujours cette sensation qu'il a été replacé, qu'il y a quelque chose qui existait avant que je sois là, mais qu'il a été replacé. Par exemple, le début d'Andrei Roublev, par exemple, avec cette espèce de personnage qui... J'ai toujours cette sensation, et je l'ai aussi un peu en ayant revu Solaris récemment. Et ben voilà, exactement. Voilà. Les montgolfières. La montgolfière de Roublev et la montgolfière du Miroir, qui est citée dans un plan d'actualité. Alors, dans le Miroir, je ne vais pas anticiper sur le livre qui paraîtra chez 202 éditions, mais enfin, la montgolfière, c'est une montgolfière d'exploration de l'atmosphère. C'est le moment où les soviétiques, dans les années 30, à la fin des années 30, lançaient des gros ballons pour aller explorer la haute atmosphère, et ils ont été les premiers à le faire. Ils ont eu un record d'altitude à un moment. C'est ça que Tarkovsky célèbre en citant ça dans le Miroir. Dans Roublev, bien sûr, il y a au début ce fou génial qui arrive à voler, et puis il se casse la figure. Oui, le thème de la lévitation, je dirais, hein, est là chez Tarkovsky. Il est là un peu tout le temps. Il y a quand même dans le sacrifice une lévitation sous nos yeux. On la voit. On voit la femme qui lévite. Bon, dans Solaris, il y a ce moment de lévitation artificielle, le moment où la gravité disparaît. C'est annoncé solennellement d'ailleurs, attention, il va y avoir 1 minute sans gravité, et dans cette minute sans gravité, Chris et Harry s'envolent. Oui, c'est un thème tarkovskien, ça j'en suis persuadé, hein, la lévitation. Alors, est-ce qu'il faut jouer sur les mots, planer en français, évidemment, ça tire vers autre chose. Non, je ne crois pas que chez Tarkovsky, la drogue soit tellement là. Je ne crois pas que ça faisait partie ni de sa vie personnelle, ni de ses films. Mais il y a quelque chose de l'ordre d'un attrait pour la lévitation, c'est-à-dire échapper à la pesanteur. Ça, oui. Si on le traduit comme ça, là, on peut un peu jouer sur les mots, hein. Ce qui le fascine, Tarkovsky, c'est les situations, alors forcément magiques, forcément surnaturelles, dans lesquelles on peut échapper à la pesanteur, parce que la pesanteur, là, l'explication est un peu simpliste, hein, chez lui, c'est parce que c'est ce qui nous rattache. Certes, ça nous rattache à la Terre, mais trop, ça nous fait peser, c'est pesant, il faut essayer de peser moins. Bon, j'insiste pas parce que c'est pas ce qu'il y a de plus, comment dire, le discours de Tarkovsky, je suis pas sûr d'être toujours en accord avec lui, hein. Les films, oui, autant qu'on veut, je les aime tous. Ce qu'il en dit lui, il a parfois un peu tendance à insister sur des choses qui sont là, à coup sûr, et qui l'ont qui l'ont motivé pour faire ses films, donc je respecte ça, mais qui ne sont pas ce que moi je préfère y voir. En particulier, cette idée d'échapper à la gravitation parce qu'elle est trop lourde, oui, mais en même temps, il est très contradictoire, hein, parce qu'il nous montre aussi l'humanité dans sa pesanteur, Tarkovsky, et on sent que pour lui, enfin, dans Roublev en particulier, c'est très très clair, hein, les êtres sont vraiment là, sur la Terre, et ils font des actes de terriens, y compris des actes horribles d'ailleurs. Voilà. Donc, la lévitation, oui. Après, échapper à la pesanteur, je ne sais pas si, même chez Tarkovsky, on y arrive. Je rappelle encore et toujours Tarkovsky, Solaris 1972, c'est Voyage au bout de soi-même, c'est édité chez 202 éditions, et bien évidemment on ne pourra pas tout dire, on ne pourra pas parler de tout ce qu'il y a dans le livre, mais je voudrais quand même juste deux questions. Une qui
j'aurais dû poser dès le début. Et c'est par rapport à la construction de ce livre. Donc, ma question, elle est extrêmement simple. Comment on approche ce film qui, dont vous étiez contemporain, et vous le dites dès le début, et vous l'avez dit même au début de cette émission, c'était un peu compliqué le rapport que vous aviez avec Solaris. Et puis ensuite, vous vous êtes aperçu que c'est un film important et majeur. Comment on approche ce film? Comment on construit le livre pour pouvoir questionner ce film? Alors, il y a plusieurs façons de répondre, hein. Je pourrais vous raconter, comment je l'ai écrit, mais ça serait pas je préfère frimer un peu et vous dire que j'ai joué à Tarkovsky. C'est-à-dire que j'ai fait du montage. J'avais les idées sont venues, pas toutes en même temps, bien sûr, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure, quand on revoit le film, on a à chaque fois une nouvelle idée. Et je pense que si je le revois aujourd'hui, j'aurai encore d'autres idées que j'ai pas eues. Il y en a d'autres qui sont là en réserve, j'en suis sûr. Donc j'ai procédé un peu comme ça, hein. J'ai vu le film et chaque fois j'avais des idées nouvelles. J'ai pas cherché à faire un plan, à structurer le livre. J'ai écrit et après j'ai cherché dans quel ordre ça serait le plus agréable à lire et le plus intéressant à lire. J'ai pas cherché à démontrer quelque chose. Mon livre démontre pas quelque chose, il jette une série de de coups d'œil sur le film, qui sont très cohérents entre eux, hein. Ça traite d'un seul sujet, qui est le voyage au bout de soi-même. Je parle jamais d'autre chose, mais j'en parle de façon parfois très, très différente, hein. Le chapitre sur les natures mortes et l'installation, par exemple, c'est pas une digression. On continue d'être dans le même sujet. La nature morte, c'est aussi métaphore et présence, mais on parle du rapport à la peinture, bon, parce qu'il fallait un chapitre là-dessus. C'est très important pour Tarkovsky, le rapport à la peinture. Voilà, donc à chaque fois, j'ai eu un peu ce problème. Il fallait isoler un problème, isoler une question. Dans quel ordre elles surviennent, eh ben, vous verrez. Moi, je pense que l'ordre est bon parce qu'il permet la lecture. Peut-être vous l'auriez mis autrement. Je ne sais pas. Je vais lire moi, je prends quand je travaille sur un livre, je fais des notations comme tout le monde, j'espère, et je renvoie à des questions, des interrogations que j'essaie de voir avec l'auteur ou l'autrice. Là, pour le coup, je suis très surpris parce que je n'ai rien mis, mais j'ai simplement entouré, donc je sais pourquoi, et je voulais juste lire ce petit moment parce que c'est aussi un plaisir de vous lire et je vous l'avais déjà dit, mais je le répète. Et je voudrais juste, voilà, c'est très court, mais c'est très simple et très beau en même temps. C'est dans le chapitre Bâtir, habiter et bien sûr penser. C'est le premier chapitre. Et en fait, vous présentez le début du film et vous dites, en gros, à la veille de son grand départ, donc Chris Kelvin, il regarde la lumière, l'eau, les arbres, la terre dans le jardin de la maison de son père. Que pense-t-il? Peut-être se contente-t-il de sentir. Une averse soudaine le trouve sans réaction, trempé, en proie à une extase miniature. Plus tard, il brûlera des papiers, des photographies, des livres, un arsenal de souvenirs dont il prend spectaculairement congé. La nuit tombe, il continue d'errer dans le jardin. Un raccord cut fait passer de son dos opaque vu par la fenêtre dans le crépuscule au noir absolu du cosmos où déjà il s'est envolé. Je vais vous poser une simple question. Comment on écrit ça? Oh ben, on regarde le film et puis on ressent quelque chose quand même. Je veux dire, là, j'ai la prétention d'avoir fait un livre qui rend compte de mes émotions. C'est Ouais. pas toujours le cas, hein, mais c'est pas un livre savant. J'ai voulu faire un livre, je dirais pas facile à lire parce qu'il n'est pas plus facile qu'un autre, mais il n'est pas difficile, je pense. Et j'ai eu le grand plaisir d'avoir quelques réactions de lecteurs qui m'ont dit que mon livre se lisait agréablement, et moi, c'est ce que je voulais. Je voulais un livre qui se lise agréablement, et donc qui ait un peu de charme, et qui reflète un peu l'espèce de bonheur dans lequel j'ai été en travaillant sur ce film. Enfin, ça m'a fait un bien fou, hein, moi, d'écrire ce livre. Donc, je peux en donner un tout petit peu au lecteur si j'y arrive. Là, je suis très content de votre intervention. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Alors, je profite que vous soyez là parce que j'ai toujours voulu. Il y a une question qui m'a toujours intrigué, et là, je prends comme base Solaris, mais ça concerne bien évidemment toute l'œuvre Tarkovsky, mais ça, on fait ça depuis le début, heureusement d'ailleurs. C'est dans le chapitre, oui, un pied dans le passé, un pied dans l'art. J'ai toujours été très, 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 très sensible, comme beaucoup de gens, je pense, beaucoup de personnes, sur comment un cinéaste. Comment dire, sollicite, convoque ou s'approche, caresse comme ça des influences, des héritages artistiques pour rythmer sa mise en scène. Et moi, j'ai toujours été fasciné
de voir ça chez Tarkovsky, et en même temps, c'est pas si simple que ça. Donc, je voudrais juste lire un extrait, deux lignes de la page 48, et je vais ensuite, je vais me permettre de faire le grand écart pour aller jusqu'à la page 49, parce que ça se rejoint, et ensuite, on pourrait peut-être parler de ça. Donc, c'est un pied dans le passé, un pied dans l'art. Page 48, vous écrivez, l'une des plus flagrantes transformations du roman, l'être et esprit, est la bibliothèque embarquée dans la station spatiale. Point. Et là, je saute, je vais directement à la page 49, et on revient sur cette bibliothèque. Mais le rôle de cette merveilleuse bibliothèque, c'est autant de signifier l'attachement du héros à son enfance et du cinéaste au paradis terrestre que d'ancrer le cinéma dans le sol de l'art avec un A majuscule. Tarkovsky l'a répété tant et plus, surtout à ses débuts, le cinéma est un art jeune et pour le consolider et le faire prendre au sérieux, il est bon de le nourrir de quelque chose des autres arts sans aller jusqu'à l'en faire dépendre. Le cinéaste détestait qu'on parle de ses films comme poétiques, lui qui les voulait faits avant tout d'images, et il se méfiait comme de la peste de l'influence souterraine de la culture picturale. Ce qu'il faut, disait-il, c'est d'assurer des correspondances et des enracinements. Pour cela, par exemple, faire pénétrer dans le filmique, bon gré mal gré, des bouffées d'arts anciens, fussent-elles superficielles comme le masque de Beethoven, la petite Vénus de Milo ou le vitrail gothique de la bibliothèque, bric-à-brac qui ne vaut qu'un clin d'œil liminal en passant. Et moi, j'avais noté, voilà, c'est la question que j'avais, je l'ai déjà dite, je la répète, c'est ça, comment finalement, par rapport à ce que vous écrivez, dans Solaris, mais finalement aussi dans l'œuvre globale de Tarkovsky, comment il se sert de cela pour, est-ce qu'on pourrait dire pour rythmer la mise en scène? Je ne sais pas si c'est le mot adéquat, mais Oui, pour que ça ait du sens peut-être. oui, non, mais rythmé, c'est sûrement un très bon mot, parce que s'il y a un cinéaste attentif au rythme, c'est bien Tarkovsky. Oui. Bon, comment dire? Je vais encore frimer un peu, mais je me flatte d'être très sensible au rythme dans les films et parfois trop. Il y a des films qui ont des très bons scénarios, des bons acteurs et tout ce qu'on veut, mais pas de rythme à mes yeux et Mhm. j'ai du mal. Tarkovsky, jamais. Là, le rythme, je pense que c'était quelque chose qu'il avait, il l'avait, quoi, il le sentait. Bon, oui, merci d'avoir lu ça, mais sur la question du recours, enfin, ou du rapport à la peinture du passé, c'est pas des il y a des citations, il y en a plein, hein, dans Solaris, j'en ai cité quelques-unes. Il y a le Don Quichotte, il y a l'icône de Roublev, enfin, il y a tout ce qu'on veut, mais c'est pas des citations érudites, c'est pas des citations pour faire le malin, comme on trouve parfois dans les films, et c'est pas alors elles sont significatives. Le Don Quichotte est exploité parce qu'on le commente dans le film, mais elles sont locales. Ce qui m'intéresse le plus là-dedans, c'est les moments où Tarkovsky prend une œuvre quelconque et l'intègre à son film. Le moment le plus évident dans Solaris, c'est Les chasseurs dans la neige de Bruegel, qui Mhm. est un tableau qui fait partie des saisons de Bruegel, dont une reproduction est suspendue au mur de la bibliothèque, voilà. Et c'est ça, et qui fait la matière d'une sorte de fantasme de Haré. Enfin, c'est pas dit dans le film que c'est Haré qui fantasme ce découpage du film de Bruegel, mais enfin, ça me paraît la Oui. meilleure interprétation qu'on peut en donner. On a 1 minute et demie à peu près de découpe, ou 1 minute et demie, je ne sais plus, de découpage de gros plans rapprochés sur ce tableau de Bruegel, avec des petits mouvements d'appareil pour y pénétrer, des fondus, quelque chose qui remodèle ce tableau, qui nous le fait explorer, un peu comme on pourrait faire dans un film didactique sur la peinture, en disant: «Vous avez vu ça? Vous avez vu ça?» Sauf que ce qu'on voit, évidemment, n'a d'intérêt que si on le rapporte à un psychisme, qui est le psychisme de Haré. Si on l'interprète comme ça, qui est ce que j'indique, enfin, je l'ai fait légèrement dans le livre, je voulais pas insister trop, mais il me paraît évident que c'est à travers ses yeux qu'on voit comme ça et que par conséquent, il faut le regarder à travers ses yeux de clone extraterrestre, voulant absolument ressembler à une humaine et voulant en particulier découvrir ce que c'est qu'un sentiment humain. Et c'est la peinture, c'est l'exploration de cette peinture qui lui permet à Haré de comprendre ce que c'est qu'un sentiment humain. Après quoi elle meurt. Enfin, après quoi elle se suicide. Elle Mhm. essaye de se suicider, elle n'y arrive pas, mais elle sera désintégrée. Enfin bon, mais elle aura quand même réussi cette opération grâce à la peinture. C'est pas de la mise en scène, là on est vraiment dans l'idée, hein, c'est une idée tarkovskienne.
L'autre exemple évident d'utilisation d'une citation d'œuvre du passé pour nourrir la forme du film, c'est le Don Quichotte, qui est c'est quand même assez sidérant parce que cette édition de Don Quichotte avec la gravure de Gustave Doré, elle apparaît au début dans la datcha paternelle. Le livre est déjà ouvert à 7 pages, il y a un peu de terre dessus, et puis il réapparaît une deuxième fois dans la scène de la bibliothèque. C'est Snout qui le lui passe, il le lui passe ouvert à la même page, pof, le livre s'ouvre immédiatement à la même page, c'est la même édition, le même livre, et puis il intervient une troisième fois dans le fantasme final de Chris, là encore ouvert à la même page. Donc là, on prend vraiment le spectateur pas du tout pour un imbécile, au contraire, on le prend à témoin en lui disant, vous avez vu, hein, c'est bien la même édition, la même page, donc c'est la même chose. Il faut que vous compreniez que cet objet culturel, il s'est transporté miraculeusement d'un endroit à l'autre, ce qui en dit long sur ce que vous êtes en train de voir, interpréter. Après, on interprète comme on veut, hein, soit que tout ce qu'on voit est un fantasme, soit que le livre a voyagé miraculeusement, enfin, faire 50 interprétations, mais le film nous demande d'interpréter. Et voilà, pour moi, Tarkovsky, il se sert de la culture du passé pour des opérations de ce genre-là, pas pour citer, pas pour montrer qu'il la connaît. Il le fait un peu, mais pas beaucoup, ça. Beaucoup de frustration, mais on peut pas, malheureusement, ça pourrait durer des heures et on en ferait des digressions, j'en suis persuadé. Mais en tout cas, on est là parce que il y a un livre, Tarkovsky, Solaris 1972, Voyage au bout de soi-même, c'est édité chez 202 éditions. C'est un projet donc de questionner l'ensemble de la filmographie de Tarkovsky. Il y a eu déjà Nostalgia et le sacrifice, écrit par Maurice Darmon. Le troisième, c'est Solaris par Jacques Aumont. Et il est venu pour nous en parler. Je le remercie énormément. Dans le descriptif de cette vidéo, vous avez donc le petit lien, comme d'habitude. Vous cliquez dessus et vous pouvez vous procurer ce livre édité chez 200D Éditions. Merci beaucoup, Jacques, en tout cas, d'avoir été là. C'était un plaisir. Vous revenez quand vous voulez, vous le savez. Il faut que j'écrive un livre pour ça, quand même. À bientôt, Xavier. Exactement. Merci à vous. Générique. In the canyon, that's where I long to be, with my 3 good companions, just my